Rien dans le monde ne se passera jamais à 100% comme vous voulez. Cette personne-ci doit avoir lieu comme vous voulez. Votre corps et votre mental ne coopèrent au mieux que lorsque votre expérience de la vie est agréable. Ceci étant l'usine chimique la plus complexe, nous pouvons vous apprendre à être un excellent manager de cette usine, pour que vous soyez toujours dans la félicité absolue. Salut Sadhguru, ma question est la suivante. Très souvent en société, on te dit souvent ce que c'est qui doit te rendre heureux. Et d'une certaine façon, nous sommes des sueurs. Je voulais savoir ce que c'est qui, d'après vous, peut rendre une personne fondamentalement heureuse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être vraiment heureux? Namaskaram Keiji. Je suis désolé de vous dire que mon voyage d'avril en Afrique du Sud a été reporté. Virus oblige. Donc vous connaissez la situation. Mais en ce qui concerne le bonheur, je leur disais à l'instant que c'est la saison des mangues en Inde, et peut-être dans certaines parties de l'Afrique aussi, mais rien n'est comparable à la mangue indienne. Eh bien, maintenant quand on s'approche d'un manguier, c'est une période où tous les jeunes garçons et filles cherchent. Les perroquets sont là aussi, ils lèvent tous les yeux vers les mangues. C'est dans cette direction qu'on regarde, parce que c'est là qu'est la douceur. Supposez que vous alliez sous le manguier et commenciez à creuser. Y a-t-il la moindre chance que vous mangiez un jour une mangue? Je vous le demande, est-ce possible? Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'expérience humaine est causée en nous. Quoi que ce soit, joie ou malheur, souffrance ou extase, douleur ou plaisir, est causée en nous. Mais nous essayons de corriger le monde pour être heureux. Voyez, on pensait qu'on le corrigeait, juste un stupide virus. Toutes nos vies bouleversées. Donc en ce moment, tous nos programmes sont annulés et beaucoup de pertes financières un peu partout parce qu'on a réservé des lieux pour de grands événements. Et tant de choses ont été faites, les volontaires ont travaillé partout. Maintenant, c'est juste en suspens, on ne peut même pas dire qu'on va le faire. C'est le moment de faire une dépression. Parce que tout le monde dit, si les choses ne se passent pas comme vous pensez qu'elles devraient se passer, vous devez être malheureux. Rien dans le monde ne se passera jamais à 100% comme vous voulez. Cette personne-ci doit avoir lieu comme vous voulez, à 100%. Si celle-ci avait lieu à 100% comme vous voulez, vous maintiendriez-vous extrêmement bien ou malheureux? C'est la seule question. Je sais quel est votre choix. Vous posez cette question parce que, comme vous l'avez dit, les gens disent ceci va vous rendre heureux, cela va vous rendre heureux, corrigez ceci, corrigez cela, corrigez tout. Ça n'arrivera quand même pas parce que vous essayez d'extraire les mangues des racines. Ce n'est pas là qu'elles arrivent, elles arrivent là-haut. Donc, ce qui est en vous, si vous le cherchez à l'extérieur, ça va être une recherche sans fin. C'est pour cela qu'on parle d'ingénierie intérieure. Vous corrigez celui-ci, être joyeux est assuré. Le reste de la vie, nous devons le faire au mieux de nos capacités. Deux êtres humains ne peuvent jamais façonner la vie extérieure dans la même mesure. Ce n'est jamais possible. Deux êtres humains ne peuvent jamais le faire pareil, quand il s'agit du monde. Mais si vous êtes joyeux, vous ferez au mieux de vos capacités, et c'est tout ce qui compte. Dans cette vie, faites-vous de votre mieux de toutes les façons possibles. Vous ne pouvez faire ça que si vous êtes heureux et joyeux, de par votre propre nature. Si votre bonheur dépend de ce qui se passe autour de vous, du fait de prendre un guichet ou non, vous étiez sur le point de jouer contre l'Australie, n'est-ce pas?
Ça a été annulé? Oh, il joue contre l'Inde. Maintenant, je ne peux même pas vous souhaiter bonne chance. Maintenant, vous ne pouvez lancer et jouer au mieux de vos capacités que quand votre corps physique et votre intelligence coopèrent avec vous. Ça ne demande aucune compréhension scientifique. Si vous faites une évaluation sensée de vous-même, vous pouvez clairement voir que votre corps et votre cerveau ne coopèrent au mieux que lorsque votre expérience de la vie est agréable, ce qui est ce que vous appelez bonheur. Le bonheur n'est pas une quantité, c'est juste que vous vous sentez très bien, alors vous dites « je suis heureux ». Votre plaisir devrait être déterminé par ce qui a lieu en vous, pas par ce qu'il y a autour de vous. Ce n'est pas difficile à corriger. Vous voyez, les gens malheureux sont de tant de façons. Toutes sortes de gens qui ne peuvent pas rire, qui ne peuvent pas chanter, qui ne peuvent pas danser, qui ne peuvent rien faire de sensé. Ils prennent un verre et soudain... Donc ce que je dis, c'est que l'état chimique d'une personne peut changer son expérience. Ceci étant l'usine chimique la plus complexe, nous pouvons vous apprendre à être un excellent manager de cette usine, pour que vous soyez toujours dans la félicité absolue. Maintenant, votre corps et votre mental vont fonctionner au mieux. Selon le type de travail que vous faites, à quel point vous réussissez, ça dépend. Avec qui vous jouez? Maintenant, vous jouez avec l'Inde? Annulé. Mais si vous aviez joué, alors peu importe comment vous lancez, certains d'entre eux frappent en dehors des limites. Les garçons sont devenus comme ça ces jours-ci. Il fut un temps où en 5 jours, si une fois la balle franchissait les limites, sans toucher, je veux dire, si c'est un 6, oh, tout le pays était en liesse. Maintenant, si pendant 5 minutes il n'y a pas de 6, tout le monde devient frustré. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Donc les choses ont changé. Les lanceurs sont malmenés, mais en même temps, comme ils essaient d'aller très vite, les lanceurs aussi s'amusent bien, parce que le rythme est très élevé. Donc votre bonheur ne devrait pas dépendre du nombre de batteurs indiens qui sortent, je n'aime pas ça. Votre bonheur devrait être que vous êtes simplement heureux. De ce fait, vous lancez du mieux que vous pouvez. Keiji, je vous souhaite le meilleur. Oh. C'est dangereux de parler avec un joueur sud-africain en ce moment. Si je ferme les yeux et suis assis ici, quelqu'un entre dans cette salle, je vais vous dire quel genre de personne est entrée. Vous verrez, une fois assis comme ça, votre cerveau va mieux fonctionner, croyez-moi. Si vous connaissez le corps humain de l'intérieur, vous-même observez cela. Regardez juste comment votre corps se sent quand il y a de la nourriture dans l'estomac, et comment votre corps se sent quand l'estomac est vide. Vous verrez que votre corps et votre cerveau fonctionneront au mieux quand votre estomac est vide. Si des aliments sont constamment en train d'être transformés dans votre système digestif, une certaine quantité d'énergie y est naturellement octroyée. Donc à la fois votre cerveau et votre corps ne vont pas fonctionner de manière optimale. Si vous voulez être à votre plein potentiel, vous devez maintenir votre corps et votre métabolisme corporel de telle manière que, quoi que vous mangiez, en 1h30 à 2h30, votre estomac doit être vide. C'est ce sur quoi le yoga insiste toujours. En 1h30 à 2h, votre estomac doit être vide. L'estomac vide, ça ne veut pas dire avoir faim. C'est seulement quand les niveaux d'énergie baissent que vous ressentez la faim. Autrement, l'estomac doit être vide. Dans ce coin,
il y a un mandapam en pierre, un pavillon, où l'on a arrangé un bureau idéal pour vous. Des chaises basses, des tables basses. Vous verrez, une fois assis comme ça, votre cerveau va mieux fonctionner, croyez-moi. Je ne peux pas parler ou explorer quelque chose sans plier les jambes. Au moins une jambe doit être pliée. Autrement, je vois la différence dans la façon dont mon cerveau fonctionne. Si vous n'arrivez pas à faire la différence entre quand il marche et quand il ne marche pas, vous êtes un gros problème. Juste les jambes pliées et asseyez-vous un moment, gardez votre colonne vertébrale droite, soudain, votre capacité à percevoir, je vous le dis, si je ferme les yeux et m'assieds ici, quelqu'un entre dans cette salle, je vais vous dire quel genre de personne est entrée. Oh, Sadhguru, vous êtes un grand yogi. Ce n'est pas le propos. Même le chien de votre maison le sait, n'est-ce pas? Oui ou non? Votre chien est assis sous le canapé, quelqu'un arrive à la porte d'entrée, il sait qui est arrivé. Oui ou non? Ce qu'un chien peut savoir, vous ne pouvez pas le savoir? Non. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, essentiellement, tout le processus évolutif, depuis une amibe jusqu'à un être humain, c'est un système neurologique plus complexe et sophistiqué, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous avez, en tant qu'être humain, le système neurologique le plus sophistiqué. Si un chien peut le sentir, vous aussi pouvez le sentir. C'est juste que vous êtes dans un fouillis de pensée tout le temps. Parce que l'attention nécessaire n'est plus là chez la plupart des gens. Comme ils voient un kaléidoscope de couleurs sur leurs écrans et autres, ils ont perdu cette capacité. Une chose, c'est de ramener cette attention. Chaque dimension du yoga est conçue pour accroître votre attention à un niveau tel que, quoi qu'il y ait ici, vous ne devez pas le manquer. Tout doit faire partie de votre expérience. C'est là que vous pouvez vous considérer comme un être humain pleinement épanoui. Ne considérez pas votre déficit d'attention comme une sorte de qualification. Les choses ne s'ouvrent à vous que dans la mesure où vous leur prêtez attention. Dans ce contexte, la respiration est un bel outil pour pratiquer l'attention. Une attention sans but spécifique, simplement pour être attentif. Que vous soyez un artiste, un scientifique, quelqu'un ayant un penchant spirituel, vous êtes un homme d'affaires, ou vous vivez simplement votre vie, avec votre famille, votre amour, votre joie, toutes ces choses ne s'ouvriront à vous que parce que vous y avez prêté suffisamment attention. L'attention humaine peut ouvrir à peu près toutes les portes dans l'univers. Mais être capable d'être attentif sans but, sans calculer les résultats, juste être attentif pour faire de la force vitale un processus attentif. Votre attention peut être juste mentale, ou vous pouvez engager tout votre corps dans votre attention. Si vous voulez comprendre ça, si vous regardez un tigre, un léopard ou un guépard s'accroupir pour chasser, vous verrez, il n'est pas seulement attentif mentalement, tout son corps est attentif. Il est concentré, les énergies sont concentrées. Donc si vous engagez votre corps, vos énergies, dans l'attention mentale, soudain cette attention devient une immense force qui fait que de nombreux aspects de la vie s'ouvrent à vous. La vie ne s'ouvre à vous que dans la mesure où vous êtes capable de créer cette puissance de l'attention. Le pouvoir de l'attention humaine est une force incroyable. Vous devez apprendre, avec la pratique nécessaire, à libérer cette force, pour qu'elle vous profite à vous et qu'elle profite à tout le monde. Vous devez tous prêter attention à, vous savez, mon merveilleux récipient. S'il vous plaît, prêtez-y attention. Faites-le maintenant, s'il vous plaît. Vous ne devez pas détourner votre attention de ce récipient. Prêtez-y juste attention, c'est un si beau récipient. S'il vous plaît. Donc,
Maintenant, pendant que je parle, voyez, vous ne pouvez pas rester avec ce récipient. Un instant et ok. Non. Supposez que vous soyez tombé amoureux de ce récipient. Maintenant, si je cache ce récipient, vous voulez le voir. Peu importe où va le récipient, dans votre mental, le récipient est là. Maintenant, votre mental est comme ça, parce que vous êtes impliqué émotionnellement. Vous êtes tombé amoureux du récipient, et maintenant votre mental est constamment sur lui. Donc, c'est cela la dévotion. C'est une façon puissante de prêter attention. Une façon joyeuse et sans effort de prêter attention. Si vous essayez de vous concentrer sur quelque chose, vous allez avoir mal à la tête. Mais si vous tombez amoureux de quelque chose, de toute façon, vous êtes concentré dessus à 100%. Et vous n'aurez pas mal à la tête, vous serez extatique. Ceci est une façon plus intelligente d'utiliser votre mental que tout ce que les gens ont connu avec l'intellect. Un dévot a une perspective de la vie complètement différente. C'est une autre dimension de l'intelligence, qui lui permet d'accéder à des choses dont les autres ne peuvent même pas rêver, sans effort, joyeusement. Parce que, émotionnellement, il est impliqué, son attention est absolue. Et peu importe à quoi vous prêtez attention, si votre attention est absolue, cette dimension de la vie doit s'ouvrir, elle doit céder, il n'y a pas le choix. Faites juste cet exercice simple. Si vous faites ça, vous vivrez une vie qui en vaut la peine, croyez-moi. Si vous dormez de cette façon, vous vous réveillerez avec bien plus de lumière, avec bien plus d'énergie. En général, en Inde, ils vous disaient « Vous ne devriez pas dormir avec la tête au nord ». Vous êtes au courant de ça? Oui. Si vous dormez avec la tête au nord, pendant la nuit, quand vous êtes en position horizontale, alors, lentement le sang va être attiré vers votre cerveau. Lorsqu'il y a trop de circulation dans le cerveau, vous ne pouvez pas dormir paisiblement. Si vous avez une quelconque... Vous savez, des aspects de votre cerveau qui sont intrinsèquement fragiles, ou si vous êtes âgé, vous pourriez mourir dans votre sommeil. On peut avoir une hémorragie, parce que une plus grande quantité de sang essaie d'entrer dans le cerveau, où les vaisseaux sanguins sont fins comme des cheveux. Il y en a un peu plus qui est poussé à cause de l'attraction magnétique. Quand vous êtes en position verticale, ce n'est pas le cas. Dès que vous vous mettez à l'horizontale, cette attraction vers la tête est si forte que lentement, le sang essaie d'aller vers le cerveau. Donc pour éviter cela n'est vrai que pour l'hémisphère nord. Si vous allez en Australie, vous ne devriez pas mettre votre tête vers le sud. Si vous êtes en Inde, vous ne devriez pas mettre votre tête vers le nord. Vous pouvez la mettre dans n'importe quelle autre direction, c'est ok. Gardez cela à l'esprit. Vous êtes vraiment un mortel. Ok? Pas en parole, vraiment. Vous pourriez tomber raide mort là tout de suite. Vous pouvez être jeune, vous pouvez être vieux, peu importe, vous pouvez tomber raide mort là maintenant. Oui ou non? Avant de vous coucher, asseyez-vous sur votre lit et pensez que c'est votre lit de mort. Vous n'avez plus qu'une minute de plus à vivre. Regardez en arrière. Ce que vous avez fait aujourd'hui, est-ce que ça en vaut la peine? Faites juste cet exercice simple. Et vous ne savez pas quand ça aura vraiment lieu? Si vous serez assis sur votre lit de mort ou allongé dans un hôpital avec toutes sortes de choses vous transperçant, qui sait comment ça aura lieu? Mais profitez de cela chaque jour. Asseyez-vous sur votre lit de mort. Regardez en arrière et voyez. Aujourd'hui, la façon dont j'ai géré ces 24 heures, est-ce que ça en vaut la peine? Parce que maintenant je meurs. Si vous faites cela, vous allez vivre une vie qui en vaut la peine, croyez-moi. Donc chaque soir, vous devriez tous faire cela avant d'aller vous coucher. Les 3 dernières minutes. Tout ce que vous avez accumulé. Le corps, le contenu du mental,
les choses. N'ignorez pas les petites choses, ces petites choses sont de grandes choses. J'ai vu comment les gens transportent leur propre coussin privé, vous savez? Parce que c'est très important. Donc, votre coussin, vos chaussures, si vous avez des relations, tout ce que vous avez accumulé, mettez-le de côté. Dormez. Si vous dormez de cette façon, vous allez vous réveiller avec bien plus de lumière, avec bien plus d'énergie, avec bien plus de possibilités que vous n'auriez imaginé possibles. Dormez simplement, comme une vie, pas comme un homme, pas comme une femme, pas comme ceci et cela. Déposez tout. Simplement. Voyez, ça devient trop facile. Juste une sadhana du sommeil. Au moins ça, vous devez le faire. Toutes les pratiques yogiques, peu importe ce que vous faites, que vous fassiez asana, yama, niyama, pranayama, asana, peu importe, dharana, dhyana, samadhi, shunya, quoi que vous fassiez, essentiellement, tout cela est issu des fondamentaux de Bhuta Shuddhi, c'est-à-dire le nettoyage des éléments. Ou, si vous ne pouvez pas les nettoyer, si vous êtes un cas si désespéré, transcendez les éléments. Vibhuti, c'est pour ça. Au-delà des éléments. Si vous nettoyez les éléments, vous vivrez une vie merveilleuse. Si vous êtes au-delà de ça, la meilleure chose est de transcender. Oubliez l'idée de vivre une belle vie. Transcendez juste... Parce que vivre une belle vie est une situation plus complexe que transcender. Transcender signifie que vous êtes au-delà de ça. Ce qui est au-delà n'est pas perturbé par les nombreuses complexités du domaine physique. Mais si vous voulez être dans le physique et quand même au-delà de cela, alors cela demande un peu plus de maîtrise sur le physique. Si vous n'avez aucune maîtrise sur le physique, vous allez devenir l'esclave du physique. Donc Bhuta Shuddhi signifie essentiellement que vous voulez d'abord le nettoyer afin d'arriver lentement à un état que l'on appelle Bhuta Siddhi, ce qui veut dire que vous maîtrisez les éléments. Tout le monde a une certaine compétence vis-à-vis des éléments. Autrement, vous ne vivriez même pas une vie normale. Là maintenant, le degré d'organisation des 5 éléments dans votre système détermine le degré de fermeté, de stabilité et de force de ce corps. C'est juste, le corps est une danse des 5 éléments. Le monde l'est aussi, l'univers l'est aussi. Tout est une danse des 5 éléments. Parmi ces 5, à moins que vous ne vouliez explorer des dimensions mystiques, vous n'avez pas à vous soucier de l'espace. Donc il n'y en a que... Parmi les 4, 72% de votre corps n'est que de l'eau. Secouez juste et regardez. Vous êtes juste une bouteille d'eau, aux 3/4 pleine, vous savez. Vous devez comprendre qu'il est en phase avec la planète. La planète est constituée à environ 72% d'eau. Savez-vous cela? Oui, c'est ainsi que la vie a évolué. Quelle que soit la nature de la planète, elle se manifeste dans votre corps de très nombreuses façons. Donc la planète est constituée à environ 2/3 d'eau. Le corps est constitué à environ 2/3 d'eau. Donc lorsque vous mangez, vous devez toujours manger des aliments dont le contenu en eau est au-dessus de 70%. Cette chose-là, les sociétés occidentales l'ignorent, et elles le paient très cher. Maintenant, cela devient partout comme ça. Si vous mangez n'importe quel légume, il contiendra plus de 70% d'eau. Si vous mangez un fruit, il contiendra plus de 90% d'eau. Si vous voulez qu'un nettoyage ait lieu, vous devez manger des fruits.
Si vous voulez juste maintenir le corps tel qu'il est, les légumes font l'affaire. Presque tous les plats asiatiques contiennent généralement plus de 70% d'eau, naturellement. C'est ainsi que les traditions les ont créés, elles étaient conscientes de cela. Il n'y a que les régimes alimentaires occidentaux qui sont sains. Vous buvez de l'eau, ça ne marche pas comme ça. La nourriture devrait contenir plus de 70% d'eau. Donc 72% sont de l'eau, 12 autres pourcents sont de la terre. Vous savez, votre corps n'est fait que de 12% de terre en réalité. En grande partie, il est fait d'eau, donc cela fait 84%. 6 autres pourcents sont de l'air. L'air est la chose la plus facile à gérer et à prendre en main, parce qu'il y a la respiration, et vous pouvez la prendre en main d'une certaine façon. 4 autres pourcents sont de... Maîtriser le feu pourrait vous faire beaucoup de choses, mais comme vous êtes des ménages vivants dans des situations familiales, vous n'avez pas à vous occuper du feu. Vous pouvez le laisser tel quel, de temps en temps, vous pouvez incendier quelqu'un un petit coup. Vous en avez besoin, pas vrai, vous êtes mariés. Une fois de temps en temps, si vous ne les incendiez pas un peu, ça pourrait ne pas marcher. Oui ou non? Les 6% restants sont de l'espace. Vous n'avez pas à vous occuper de ça, sauf si vous voulez explorer des dimensions mystiques de l'existence. Pour bien vivre, 4 éléments suffisent. Le 5e n'est pas important pour les personnes qui veulent simplement bien vivre. Pour s'occuper de cela, il y a tout un système de pratiques. Certaines sont directes, d'autres font un détour. Bhuta Shuddhi peut être pratiqué de façon très simple ou de façon très sophistiquée. Les éléments peuvent être pris en main de nombreuses façons. L'un des aspects est la façon dont vous consommez ces éléments, la façon dont vous traitez ces éléments. Tous les systèmes des anciennes cultures consistait à traiter les 4 éléments comme il faut. Les 4 éléments sont la base de votre création. Si vous avez une certaine maîtrise, même mineure, de ces éléments, vous allez commencer à vivre de façon que les autres considèrent magique. Rien de magique, parce que, en ce moment, vous buvez de l'eau. Regardez comment elle est. Est-ce qu'elle vous ressemble? Est-ce qu'elle vous ressemble? Est-ce qu'elle vous ressemble? Est-ce qu'elle ressemble à l'un d'entre vous? Mais si vous la buvez, elle devient vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas magique? Rien que cela, la vie elle-même est magique. Il n'y a rien dans la vie qui ne soit pas magique, n'est-ce pas? Simplement être guéri d'une maladie, ce n'est pas le miracle. Regardez ceci, ceci devient vous. Ça, c'est un miracle phénoménal, n'est-ce pas? Une fois capable d'accomplir ce miracle, vous devriez être capable de bien d'autres choses mineures. Soigner une maladie ou... Vous savez, vous avez endommagé quelque chose, le réparer, toutes ces choses devraient être possibles parce que vous créez tout votre corps de l'intérieur, n'est-ce pas? En utilisant les 4 éléments, vous créez tout un corps. Malheureusement, ça a lieu inconsciemment, c'est tout. Donc, prendre conscience de la façon dont ces 4 éléments deviennent un corps humain. Quand je dis corps humain, à partir de cette eau, vous fabriquez un mécanisme très sophistiqué, n'est-ce pas? Oui ou non? Cela équivaut à ceci. Si je verse simplement cette eau sur le sol, elle devient un iPad. Comment appelez-vous ça? Supposez que je verse ce verre d'eau par terre et qu'ici même cette eau devienne un iPad. Comment appelez-vous cela? Un miracle, n'est-ce pas? C'est la même chose. Je bois cela, cela devient un moi. N'est-ce pas un miracle? Au cours du même voyage, j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, et il y a un homme de la sécurité à l'air grincheux. Il demande « Des liquides ?» Je fais comme ça. Ça l'énerve. Il me regarde comme ça. Puis il met mon sac là. Ordinateur? Je fais comme ça. Il a éclaté de rire.
Nous sommes trop impressionnés par ce qui se passe autour de nous. Ce qui se passe en nous est immense, n'est-ce pas? Oui. Tous les ordinateurs sont une petite manifestation de ceci, n'est-ce pas? Nous sommes amoureux de ça, mais pas amoureux de ceci, c'est notre problème. Donc, regarder vers l'intérieur est en soi un bout à chou. Si cela n'est pas possible pour vous, il existe des processus simples, il y a des pratiques, il y a des rituels, il y a des systèmes élaborés sur la façon de prendre en main les éléments. Ou si vous ne savez pas comment les faire, quelqu'un peut effectuer quelque chose dont tout le monde peut bénéficier. Il y a des rituels Bhuta-Shuddhi, par exemple, chaque mois, il y a Panchabhuta Aradhana qui a lieu dans Dhyanalinga. Vous ne savez pas comment faire? Quelqu'un d'autre va le faire. Vous vous asseyez simplement dans la présence et vous bénéficiez de cela.